Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Bienvenue à la Cité du Vin. On est ravis d'accueillir une nouvelle fois les Vendanges du Savoir pour une nouvelle conférence avec un sujet bien particulier qui est le vin et le jugement des sens au Moyen-Âge. Donc merci à vous d'être présents ce soir pour cette conférence. Merci également aux personnes qui sont présentes en distanciel via le webinaire Zoom. N'hésitez pas à nous faire part de vos différentes remarques ou complications techniques dans la rubrique Q&R si vous avez le moindre souci. Et vous pourrez, via cette rubrique également, poser vos questions et vos réponses parce que la soirée va s'organiser de la manière suivante. On va avoir 1 heure à peu près de conférence, suivie de 30 minutes de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions à la suite de cette conférence. Et je suis également avec ma collègue Adèle, car elle a une petite surprise pour vous. Peut-être que certains l'ont déjà vécu lors d'un dernier événement, mais je laisse Adèle présenter ce petit cadeau. Alors, à l'occasion de nos 10 ans, on a souhaité vous remercier de nous suivre depuis tant d'années. Et pour ça, à chaque fin d'événement qui se passera à l'auditorium, on vous donnera un cadeau. Et pour ça, en fait, votre siège sera tiré au sort. Donc il faudra bien rester assis jusqu'à l'annonce du gagnant. Ce sera peut-être l'un d'entre vous, sûrement même. Donc restez bien assis, on vous donnera le résultat à la fin. Voilà, on va laisser la place à Marguerite Figeac. Voilà. Et merci également à nos partenaires, donc l'Institut des sciences de la vigne et du vin pour les Vendanges du Savoir, l'Université Bordeaux-Montaigne et l'Université de Bordeaux. Marguerite, c'est à vous. Merci beaucoup, très belle soirée. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Comme on vous l'a dit, et vous le savez, les Vendanges du Savoir, c'est un partenariat de 10 ans maintenant entre l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux-Montaigne, la Fondation pour la culture et la civilisation du vin, Cité du Vin, et la Fondation Université de Bordeaux. Mais ce partenariat, ces Vendanges du Savoir, ces conférences qui ont lieu tous les mois ne pourraient pas avoir lieu sans le soutien de partenaires fidèles qui nous ont fait confiance. Premier partenaire, la société Baron Philippe de Rothschild. Je dis premier partenaire parce qu'ils nous ont accompagnés dès le départ et ils nous ont fait confiance dès le départ depuis 10 ans. Et puis, les établissements qui sont arrivés après, les établissements Jean-Pierre Moueix, Château Belair-Morange. Et je tiens à ce qu'ils soient remerciés ce soir pour leur fidélité et surtout pour leur soutien. Alors, ce soir est dédié à l'histoire. Vous savez, et je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a très peu d'historiens qui travaille sur le vin et la vigne. Et Azélina Jaboulet-Vercher en fait partie. Elle est docteure en histoire médiévale. Elle est spécialiste donc du vin, a écrit de nombreux ouvrages sur le vin. Je peux en citer quelques-uns. Florilège de discours savants sur le vin, Écrire le vin d'Homère à Rabelais, qui a été publié par les éditions Ferré, mais aussi Vin entre nature et culture, publié également par les éditions Ferré, et un livre qui a été très remarqué, qui a été publié en anglais, et je vais me risquer à le traduire, Le médecin, le buveur et l'ivrogne. Donc, vous avez bien compris qu'elle travaille aussi sur tout ce qui est excès autour du vin. Alors, on va parler du vin et des sens. Les sens, on les mobilise quand on boit du vin. D'abord parce que vous allez chercher une bouteille dans votre cave, vous allez regarder l'étiquette, vous allez regarder le millésime, puis vous allez ouvrir la bouteille, faire glisser la divine boisson dans votre verre et elle va faire un bruit. Puis vous allez regarder le verre, la couleur du vin,
sa robe, et enfin vous allez sentir ce vin, un parfum qui se dégage de ce verre. Et puis, une fois que vous aurez senti, eh bien, vous allez pouvoir goûter. Et là, le vin se répand dans votre palais jusqu'à s'inscrire, jusqu'à laisser une trace dans votre mémoire olfactive. Eh bien, c'est de cela que va vous parler Azelina Jaboulet-Verschère ce soir, à travers un titre qui est « Le vin et le jugement des sens au Moyen-Âge », mais vous allez le voir à travers les médecins, les philosophes, ce ne sont pas tout à fait les mêmes appréciations qu'aujourd'hui, et les sens ne sont pas mobilisés tout à fait de la même manière. Je la remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je lui cède immédiatement la parole. Merci Azelina. Merci Marguerite de cette présentation. Merci aux Vendanges du Savoir, à la Cité du Vin de cette invitation, effectivement, à évoquer auprès de vous le vin et le jugement des sens au Moyen-Âge. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller jusqu'à l'hypothèse paléolithique, mais rappeler simplement rapidement que si le vin vient de la nature ne le fait pas toute seule, évidemment. Même si aujourd'hui, dans la notion de terroir, on sait que la main de l'homme accompagne évidemment par la culture de la vigne cette production avec science, patience et conscience. La culture, donc, est entendue ici au sens propre, mais aussi au sens large, figuré de civilisation. Et cette civilisation s'encombre parfois, en tout cas s'accompagne parfois, pour le meilleur ou pour le pire, de certaines modes, lesquelles sont véhiculées par notamment le langage. Alors, le lexique de la dégustation ces dernières décennies s'est un peu essayé et amusé à toute une série de déclinaisons de termes qui, a priori, semblent assez déconnectés des sens. Crisp en anglais, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais c'est curieux parce que ça me rappelle éventuellement un soda, des frites. En français, ça donne vif, un petit peu éthéré. Acide, c'est peut-être un peu technique. Ou alors craquant. Craquant, on le retrouve aussi dans le vocabulaire des parfumeurs, tel celui de Jean-Claude Héléna qui, dans le journal d'un parfumeur, écrit « Je veux tendre vers un floral, fruité, craquant. Craquant et non gourmand, les odeurs gourmandes sont paresseuses. Le craquant est affriolant. » Craquant, un mot suffisamment évocateur pour qu'il se transforme en une odeur. Alors nous, évidemment, avec le vin, nous avons plus de chance parce que nous pouvons le boire et nous pouvons en sonder toute une série, effectivement, d'émotions sensorielles qui sont exposées en termes d'évaluation organoleptique par les dégustateurs contemporains. Organoleptique, un terme un peu pompeux pour évoquer l'effet d'une substance sur les récepteurs sensoriels. Parfois, on trouve des arômes un petit peu étranges, a priori, comme le tabac, le miel ou le beurre. Alors ça, quand on rencontre des arômes beurrés, on se demande parfois si c'est le vin ou le buveur qui l'est, puisque je suis spécialiste de l'excès, n'est-ce pas ? On trouve aussi des arômes de sous-bois pour décrire des vins rouges dits de terroir. Sous-bois, champignons. Avec le champignon, on sait qu'on est à cette limite entre le vin gardé avec grâce et celui qui l'a été un peu trop longtemps. Et alors, quand on parle de fourrure, là, au début, moi, j'étais complètement perdu. Un latache, m'avait-on dit, avait quelque chose qui pouvait le rapprocher de la fourrure. Et là, je me suis dit, bon, j'ai la chance d'être médiéviste et donc de savoir que la zibeline était une fourrure précieuse, délicate, qui faisait aussi partie d'un ensemble de notations héraldiques et qui donc effectivement pouvait donner un peu de noblesse à l'idée du vin, mais bien nécessaire. On recherche régulièrement un langage universel,
Je crois qu'il faut se méfier de la notion d'universalité. Jean Lenoir, dans les années 80, lorsqu'il s'est armé de son encyclopédie d'arômes, je crois, avait une vocation plutôt pédagogique qu'universaliste. La difficulté est que c'était très intéressant, ça allait toujours, mais que dès qu'on systématise, on s'approche du dogmatisme. Je ne le dénonce pas évidemment lui, mais plutôt ce qu'on en a fait. Et la limite de cette collection-là aromatique, c'était entre autres le fait qu'on a tous un référent différent pour une même chose. Le café, certains vont l'imaginer à l'italienne, d'autres plus proches d'arômes de café. Et tout se décline de cette façon-là. Les fruits sont-ils frais ou en confiture? Tout ça complique un peu l'harmonie entre dégustateurs et stimule peut-être les batailles de professionnels. Alors ce que je vous propose ce soir, c'est un voyage. Installez-vous confortablement dans vos sièges pour prendre le temps. Aujourd'hui, certains cèdent aux injonctions d'aller toujours plus vite. Plus vite, pas forcément pour aller mieux. Et pour aller quelque part, et on ne sait pas forcément toujours où ni comment. Alors moi, je vous emmène vers des sources anciennes, antiques et médiévales, puisqu'il n'est pas de pensée médiévale sans pensée antique, qui vont nous aider à comprendre peut-être autrement les 5 sens et les effets du vin sur eux, avant d'arriver, j'espère, à la réunion des sens et une série d'accords idéaux. Alors moi, ce qui me plaît au Moyen-Âge, en tout cas chez les penseurs médiévaux, c'est qu'ils mettent le vin, ils l'érigent en outil fondamental, pas unique, mais essentiel de la santé. C'est un véritable agent thérapeutique et peu de choses peuvent le contrecarrer, à part un mauvais dosage. Ici, quelques éléments quelques opuscules d'Aristote qu'on a traduits en latin comme les petits traités d'histoire naturelle, qui n'ont pas eu de nom en grec, leur langue d'origine, mais qui ont pris en latin le terme de parva naturalia. Parmi ceux-ci, le traité des sens et des sensibles, qui va occuper donc tout notre cheminement. Aristote n'est évidemment pas le seul à avoir guidé les savants médiévaux. Hippocrate, le père de la médecine, lui a vécu au 5e siècle avant notre ère, mais le corpus hippocratique a été écrit entre le 5e et le 3e siècle. Il a été imité, voire suivi et augmenté, si j'ose dire aujourd'hui, par l'œuvre de Galien, qui lui œuvrait au 2e siècle de notre ère et a écrit une somme inimaginable aujourd'hui de traités autour de l'homme, de sa nature et des tempéraments. Je vais en dire quelque chose tout de suite. À la suite de ces grands savants antiques, des médiévaux se sont occupés de savoir quels étaient les effets physiologiques du vin. Ici, un auteur fondamental et pourtant peu connu aujourd'hui, Isaac Israéli, qui lui a expliqué au Xe siècle de notre ère, traduit au XIe siècle par Constantin l'Africain, le vin donc servait à corriger les déséquilibres moraux et donc avait ainsi un impact sur la santé qu'il fallait préserver ou restaurer. Vous voyez ici, il va falloir me croire sur parole, le bon vin nourrit le corps et donne la santé. Son explication est très simple. Il argue de la similarité entre la chaleur du vin et celle du corps. Le vin ainsi renforce les vertus, je vous expliquerai ce qu'il signifie, ce qu'il entend par là, favorise la digestion, et permet une transformation rapide en sang de bonne qualité. Alors évidemment, il faut bien le choisir, ce vin. Et enfin, celle-là, je crois que c'est ma préférée, il permet d'expulser la tristesse, les maux du corps et de l'âme. Dans d'autres contrées, en Perse, Avicenne, au XIe siècle, s'est attaché, lui, à rassembler tous les savoirs précédents, en tout cas tous les savoirs qui lui étaient connus, et bien qu'étant musulman, il prescrit abondamment le vin. Alors ça vient aussi du fait qu'il s'en défendait pas, un buveur tout à fait revendiqué, et que il fallait quand même un petit peu d'énergie pour arriver à synthétiser tous ces savoirs et en faire une somme majestueuse, autant dans la médecine,
le canon de la médecine ici, mais aussi le traité de l'âme, dans lequel il utilise abondamment Aristote, mais aussi d'autres qu'il ne cite pas toujours. Et c'est aussi ça la joie de l'historien, c'est de retrouver, quand on a lu les autres textes, la manière dont il s'en sert. Parce qu'ils avaient au moins l'humilité, la sagesse, tous ces savants, de penser, de savoir que on n'invente pas grand-chose. Aujourd'hui, on a souvent envie d'inventer, alors qu'on reprend, et c'était leur point de vue à eux, quand on reprend à partir de gens brillants, on est un peu plus intelligent. Et seul, si on démarre seul, ça prend plus de temps. Voilà 2 pages parmi plus de 500 dans cette édition-là, consacrées à l'eau et au vin, mais quand même surtout au vin, et dans lesquelles Avicenne se livre un tout petit peu en disant que pour celui qui est doté d'un esprit puissant, le vin peut aider à arriver à une clarté inégalée autrement. Juste après, il nuance son propos en disant que pour ceux qui sont moins bien dotés, il en va autrement. Alors, la difficulté, effectivement, ici, c'est de savoir où on se situe. Et vu que c'est avec ça qu'on juge, évidemment, on en fait un peu ce qu'on veut. Mais voilà. Un autre... alors, le canon d'Avicenne, pardon, quand même, encore une chose, est entré dans le curriculum de la faculté de médecine dès le XIIIe siècle, donc dès les tout débuts des universités dans l'Occident médiéval. Ce texte traduit en latin donc au XIIe siècle a été vraiment le Lagarde et Michard des étudiants de français ancienne méthode, mais c'était vraiment son ambition a été couronnée de succès puisque il a vraiment pendant un temps en tout cas, enfin un temps jusqu'au XVIIe siècle au moins, remplacé en tout cas fondé cette science de la médecine universitaire. Un autre l'a accompagné, lui. Ibn Butlan, lui, a écrit au XIe siècle cet almanach de santé, Taquinum Sanitatis en latin, traduit au XIIIe siècle. Il a accompagné aussi cette immense somme qu'était le canon en vertu, celui-là, de son caractère synthétique. Ces tables dites synoptiques permettaient d'avoir une sorte de... Ouais, c'était une sorte de vadémécum de l'étudiant en médecine, donc une sorte d'anti-sèche. Et vous voyez qu'ici, c'est les pages sur le vin, un numéro, le nom, nature, gradus, c'est degré de qualité, meilleure variété, avantage sur la santé, effet néfaste, manière de contrer les effets néfastes, et là, pardon, on ne voit pas, mais application en fonction du patient, son âge, son tempérament, la région et toute une série de choses qui le concernent en particulier. Donc, ça permettait d'opérer un repérage, parce qu'évidemment, si on décide que le vin est un outil médicinal, il faut savoir donner le bon au bon patient. Et puis, je ne vais pas tous les énumérer, mais quand même présenter Maino de Maineri, qui fait partie de cette grande tradition de médecins. Il était, lui, médecin à la cour des Visconti, médecins de cour, donc, qui ont mentionné abondamment le vin dans leur régime de santé, donc ouvrage clairement de médecine et de diététique. Et là, c'était un peu pour l'écriture qui me plaît beaucoup, parce que c'est un manuscrit autographe du médecin de Charles V, Évrard de Conti, écrit en 1380. Alors, venons-en au fait. On ne peut pas s'extraire du besoin d'élaborer des théories de la connaissance, et surtout pas quand on vit à l'époque antique ou à l'époque médiévale, où on n'a pas tous les outils dont nous disposons aujourd'hui. Alors, ce que l'on savait, c'était que le monde était constitué de 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air, la terre, lesquels étaient chacun caractérisés par 2 qualités. On appelait qualité le chaud, le froid, l'humide, le sec. L'homme est un microcosme constitué à l'image du macrocosme qu'est l'univers, et en tant que tel, il est constitué lui-même de ses qualités par les humeurs qu'il contient dans son corps, le sang, la bile jaune, le flegme et la bile noire. On aimerait beaucoup se situer au
cœur de tout cela et donc atteindre la santé parfaite. Or, comme nous le savons tous, hélas, rien de ce qui est humain n'est parfait. Et donc, nous dévions tous de cette perfection d'une manière ou d'une autre, soit de manière simple, c'est-à-dire un peu, soit de manière complexe, c'est-à-dire beaucoup. Et c'est ainsi qu'on a énuméré 4 à 9 complexions, la première étant la complexion parfaite, donc qui est juste une référence, un point de repérage, et puis les 4 simples sont agrémentés, si j'ose dire, des 4 plus complexes que le médecin a pour tâche de rendre un peu moins complexes, justement. Alors, au-delà de tout cela, les organes eux-mêmes étaient considérés comme ayant des propriétés propres qui diffèrent chacun l'un de l'autre. Le cœur était considéré généralement comme étant chaud et sec. Le cerveau, froid et humide. Et alors, au cours du temps, le débat entre cardiocentrisme, les suiveurs d'Aristote, et cérébrocentrisme, ceux qui suivaient plutôt Galien, donc se sont développés, attisés en particulier à l'université entre les années 1270 et 1320. Bon, personne n'a vraiment perdu ou gagné. Ceux qui ont le plus gagné, en fait, ce sont... Alors, Avicenne avant cela, mais il avait toujours une longueur d'avance, celui-là. Albert le Grand, lui, était en plein. Tous les deux ont quand même tranché en disant que le cerveau tempérait le cœur et était le principe de la sensation. Finalement, que le cœur soit le principe de la sensation, peu importe. On a des réminiscences quand même dans le langage. Vous savez qu'on parle encore d'apprendre par cœur. Donc on apprendrait avec le cerveau, mais avec le cœur quand même un peu. Donc rien de tout cela n'est complètement étranger à notre espace sensoriel à nous. Enfin, le foie, plus froid et plus humide que le cœur, sans surprise, puisque le cœur est le plus chaud. Je ne vous cite que ces 3-là, hein, il va de même pour tous les organes, mais c'est le foie qui génère les humeurs, en tout cas dans la conception médiévale des choses. Et ces 3 organes, le cœur, le cerveau et le foie, sont les sièges des 3 principales facultés. Tout à l'heure, je vous ai parlé de vertu. Vertu, faculté, c'est la même chose dans la terminologie médicale médiévale. La faculté vitale, qui émane du cœur, la faculté psychique du cerveau et la faculté naturelle du foie. Et chacune voit en elle une activation par ce qu'on a appelé le spiritus, pneuma en grec, esprit en français, bon, spiritus, esprit, peu importe. Le spiritus, c'est ce qui dirige les puissances de l'âme, dont l'âme sensitive, qui nous concerne en particulier aujourd'hui, qui donc active les sens. Alors, en termes de sens, nous y voilà, externe et interne, voici comment on représentait le cerveau au Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, il y en a un certain nombre des représentations du cerveau. Celle-ci est la plus, plus facile à comprendre. Évidemment, on sait aujourd'hui que ça ne marche pas comme ça, qu'on a des tas de fils qui relient les neurones aux synapses et tout ça. On ne sait toujours pas comment fonctionne la mémoire, cela dit. Donc, je conseille de ne pas trop se moquer de mes amis médiévaux, qui donc montrent bien visiblement ici les organes des sens externes, donc la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, on ne le voit pas, mais on l'imagine. Et puis, les sens internes qui se situent donc à l'intérieur du cerveau. Et donc le spiritus circulerait. Donc le spiritus, c'est donc de l'air, un peu quelque chose qui est, en tout cas, à l'état plus proche de l'élément air, et qui passe d'un ventricule à un autre. Ces cavités, là, on les a appelées ventricules. Vous allez le voir tout à l'heure, cellules logistiques pour Albert le Grand. Ici, on déterminait, c'est globalement Avicenne qui est le premier à vraiment systématiser cette organisation-là de compréhension. Le sens commun ici, qui rassemble, réunit les informations obtenues par les 5 sens. Ici, l'imagination, qui n'est pas tout à fait celle que nous connaissons, nous, qui est le sens interne de la sensation. La vertu imaginative ou fantasia, qui est différente de l'imagination, parce qu'elle
crée des images. Et ici, la vertu estimative, qui, elle, est plutôt celle qui décèle l'intention. Si, par exemple, vous êtes sommelier, vous voyez quelqu'un arriver dans un restaurant, dans votre restaurant, vous allez déceler son intention de boire. Et si vous la décelez bien, vous allez trouver la bouteille qui convient. Bon, on a des exemples plus tragiques, hein, mais celui-là, il nous intéresse plus. Et enfin, la mémoire, qui, elle, est un conservatoire, une sorte de banque de données, une sorte de disque dur interne, qui est parfois tout aussi fiable que le disque dur externe qui est Internet, hein, quand même. En tout cas, pour les conversations, c'est plus convivial. Et donc, ces sens internes véhiculés par le spiritus, évidemment, on les imaginait comme étant capables de communiquer, puisqu'on passe de l'un à l'autre. Hein. La mémoire, ça vient d'Aristote, on ne peut pas, n'est pas opérationnel sans images. On se souvient d'images, images au sens large, hein, c'est pas seulement des images visuelles, mais les sensations, en fait, elles sont conservées dès lors qu'elles ont été perçues et vécues et organisées. C'est aussi la raison pour laquelle il est intéressant de bien s'entourer pour boire des vins qu'on aime, parce que sinon, on va garder un mauvais souvenir d'un vin extraordinaire. Donc, erreur à ne surtout pas commettre. Alors, revenons au vin. La nature du vin, dans ces périodes hautes, elle était considérée d'abord par sa substance. Alors, évidemment, pour comprendre la substance d'un vin, on l'examine par la couleur, mais aussi la fluidité, la puissance. La puissance et la fluidité, surtout quand on est médecin et qu'on l'utilise comme un médicament. Faire attention à ce qu'on donne à qui, la fragrance, évidemment, et la saveur. La vue, selon Aristote, était le sens par excellence. Pourquoi par excellence ? Parce que ça permet d'avoir de la hauteur. Et que, bon, on n'est pas très très fort par rapport à certains animaux, mais elle permet d'estimer les choses. Et d'ailleurs, on ne regarde, à mon sens, pas assez la couleur du vin, ce que l'on faisait depuis Homère avec ces fameux vins couleur de feu, ou vin ardent, en fonction des traductions. Un vin à l'aspect brillant, brûlant, qui échauffe. Les deux, en fait, ça brille et ça brûle, mais ça brûle d'une ardeur proche du divin. On a aussi, évidemment, la mer vineuse, mais la mer vineuse, c'est plus une métaphore qu'une expression d'essence pour définir le vin. Chez Galien, bien après, donc, au IIe siècle de notre ère, le vin le plus utile à la thérapie, c'est le vin couleur fauve ou doré. C'est ainsi qu'il décrivait le falerne. Galien est le premier grand médecin œnophile de l'histoire. On peut imaginer qu'il le prescrivait beaucoup aussi parce qu'il l'aimait. La vue nous donne aussi une hiérarchie des vins au cours des temps. Hiérarchie qui n'est pas seulement celle du regard. Le vin d'Argenteuil au XIIIe siècle était vanté comme étant clair comme larme d'œil. Ici, on en déduit qu'il était blanc, qu'il était pâle, en effet, ça on s'en doute. Hein, Argenteuil, c'était donc le domaine du roi. Et le roi Philippe Auguste, il se trouve que c'était son domaine, Argenteuil. Donc ici, vous avez un lien entre une couleur et une fonction politique. Une sorte de agent marketing. On veut imiter des gens qui sont connus, qui sont des référents. Alors, je vais vous dire, entre Philippe Auguste et Kim Kardashian, on peut se demander ce qui est le plus intéressant à suivre. Hein, mais des générations de buveurs ont pensé que parce que Philippe Auguste aimait le vin blanc, il était de bon ton de le suivre. On parle aujourd'hui encore des larmes. C'est pour une raison bien différente, vous le savez probablement mieux que moi. Comme l'écrivait Émile Pénaud, les larmes, c'est l'esprit du vin qui se condense sur le verre et qui indique 1 degré d'alcool. Les médiévaux vont plus loin encore. Le vin est non seulement couleur de larmes d'œil, ici c'est un texte du XIIIe siècle, oui, vers 1200.
le jeu de Saint-Nicolas, qui parle beaucoup, beaucoup de vin et de tous ces agents de l'excès dont je me suis fait la spécialiste. Les larmes de pêcheur, ça va au-delà de la couleur, ça va même au-delà de la tonalité, qui était quand même intéressante. Au Moyen-Âge, on parle beaucoup de tonalité en termes de nuances allant de l'opaque au clair, du fade, du terne au brillant. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui encore. Mais on parlait aussi beaucoup des symboles, évidemment, qui sont liés aux motifs bibliques. Mais pas seulement. Le symbole de la couleur est aussi, en fait, encore plus qu'un symbole. La couleur est matière pour les artisans des cathédrales au Moyen-Âge. Et j'en terminerai avec Albert le Grand, qui avait une très grande notion de la symbolique médiévale, mais qui ici, dans son commentaire au mouvement des animaux d'Aristote, livre quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Je le cite donc: les sages médecins disent que les bons aliments engendrent les bonnes humeurs, les bons esprits, les bons esprits, les bonnes mœurs et une vie agréable. De là vient qu'on dit que le vin donne bon espoir à l'homme, car il est naturellement chaud et possède une humidité subtile en acte, à partir de laquelle sont engendrés des esprits abondants et bons. La réserve, là, évidemment. Mais celui qui boit du vin ne se réjouit pas que par les sens, car le vin, par sa vapeur, obscurcit la cellule logistique et les esprits s'éparpillent parmi les organes des sens et dans la cavité moyenne de la tête. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous avais annoncé la cellule logistique non seulement, mais aussi l'éparpillement éventuel. Ça, c'est dû à plusieurs choses qu'il précise ensuite. Cette sensation de mouvement survient à cause de la course des esprits, dit-il, mise en mouvement par la chaleur du vin. Alors non seulement la chaleur active le mouvement, mais en plus, celle du vin peut passer... Donc, je vous dirai d'autres choses plus tard sur la digestion elle-même, mais en gros, quand on ingère du vin, quelque chose se diffuse, pas seulement à la part des anges, mais aussi quelque chose qui se passe dans le corps et qui procure des vapeurs, celles que l'on aime. Si on le choisit mal ou si on le choisit un peu trop, si on l'aime un peu trop, ça devient une sorte de fumée. En tout cas, c'est ainsi qu'en parlaient les savants médiévaux, qui obscurcit le cerveau et qui crée des mouvements intempestifs, des cercles, un dédoublement et une sorte de brume générale. Il n'y a pas qu'en Bourgogne, il y a de la brume, il y a aussi dans les yeux des buveurs. Parfois, ça. Aujourd'hui, on sait, ou en tout cas, on suppose qu'un état d'ivresse mènerait à rendre plus symétriques les visages. Et il paraît qu'on aime la symétrie et que donc ça amènerait des gens à regretter le lendemain ce qu'ils ont fait, parce que finalement, la personne n'est pas symétrique que ça, aussi symétrique qu'on le pensait. Bon. Quid du toucher maintenant? Alors là aussi, le toucher, on se dit que peut-être, à part par la maladresse, il n'est pas tellement corrélé au vin. Je reprends Aristote comme tous mes compagnons médiévaux qui, dès qu'ils cherchaient à développer quelque chose, se fondaient sur lui. Quant à l'organe du toucher, il est fait de terre et le goût est une espèce de toucher. Aussi, l'organe de ces deux sens est-il lié au cœur, car celui-ci s'oppose au cerveau. Et vous voyez, il y a des mouvements intempestifs qui se créent dès que, même avant qu'on ne boive de vin, donc il faut boire de l'eau, je crois. Donc, le toucher surpasse en précision celui de tous les autres animaux, ça reste à approuver, mais c'était quelque chose qui donnait de la noblesse au toucher, que l'on connaît aujourd'hui sous le terme de toucher de bouche, ou de forme que les vins peuvent prendre lorsqu'on les goûte. L'avantage du toucher, c'est qu'il consiste en un contact direct entre l'organe et l'objet, sans médium interposé. Avicenne évoque ces questions de sens à fleur de peau lorsque le toucher, qui n'est pas activé par un seul organe sensoriel, l'est dans le corps tout entier. Il parle évidemment ici de la chair, mais aussi des nerfs, et il a identifié, dans le cas d'excès, de consommation excessive, l'impact que le vin peut avoir sur les nerfs.
Avicenne a beaucoup parlé de l'avantage de boire du vin, même d'en boire beaucoup, et il s'attachait à le prouver lui-même, mais pas au point d'en être malade, contrairement à ce que certains de nos contemporains parfois racontent à son sujet, peut-être sans avoir lu le texte, parce que tous ces gens qui étaient médecins, lorsqu'ils vantaient les effets du vin, s'attachaient quand même toujours à mettre en garde les lecteurs. Thomas d'Aquin, on le cite moins quand on parle de vin, quoique il est, j'allais dire, pratique, paix à son âme, parce que c'est vraiment la grande philosophie scolastique. C'est un point de repère utile et pas si compliqué que ça pour comprendre ce qui se passait dans l'exposé d'un certain nombre de choses dans l'Occident médiéval et en particulier au XIIIe siècle. Il déclare, là, c'est Aristote évidemment, puisqu'il s'agit de son commentaire au traité de l'âme, que le toucher est le premier des sens et d'une certaine manière la racine et le fondement de tous les sens, et ce qui se trouve dans une plus grande proximité à la racine originelle de tous les sens, qui est le sens commun. Vous vous souvenez ce qui se situe dans le premier ventricule. Une petite parenthèse ici, taxare en latin se traduit par toucher, mais aussi par estimer, évaluer. Donc le toucher, en fait, est entendu en latin comme beaucoup plus large que celui auquel on pense aujourd'hui. Et puis, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous faire partager un petit extrait de Rabelais. Bon, je sais qu'il est mort en 1553, mais je le garde parmi mes compagnons médiévaux. Il en a développé l'ampleur, la geste intellectuelle et spirituelle, mais il en garde vraiment l'esprit avec ce principe de trinquer. Trinquer parce que, et là c'est la prêtresse Bacbuc qui parle, pour dire qu'il faut que trinque, ça signifie boire, une sorte d'exhortation à boire maintenant, ici et maintenant, pour évidemment trouver dans le vin une vérité cachée. C'est hautement spirituel, Rabelais, on parle d'histoires pantagruéliques, gargantuesques, parfois à mauvais escient, souvent d'ailleurs, parce qu'en fait, tout est esprit chez Rabelais. Il ne faut pas du tout le prendre au sens propre, enfin, quoi que ça puisse être amusant, mais au sens figuré, ça l'est encore plus. Pantagruel, donc, invite quiconque le souhaite à s'élever par l'enthousiasme bachique. Entre le toucher et le prochain sens, cet acte que je vous déconseille formellement, à moins que vous décidiez d'arrêter de boire ou de vous passer de vos convives du soir, parce que ça c'est le meilleur moyen de casser vos verres. Louis, à part quand on trinque, en effet, comment est-elle convoquée par la dégustation ? Bon, évidemment, ça, on connaît cette situation qu'on préfère voir ou entendre chez soi plutôt que chez le voisin. Louis, c'est ce qui contribue, nous dit encore Aristote, le plus à l'intelligence. En effet, le discours, parce qu'il est audible, est cause du savoir, non pas par soi, mais par accident. Par accident, ça veut dire parce que ça se produit. Car il se compose de mots et chaque mot est un symbole. On a affaire là à une culture orale, mais comme aujourd'hui nous nous rapprochons à nouveau d'une culture orale et moins écrite, peut-être serait-il bon de reprendre ces textes-là. Louis, elle est aussi convoquée dans des associations. On n'a pas attendu le no-tourisme et le développement des événements musique et vin pour savoir que de charmantes mélodies pouvaient favoriser une bonne dégustation. On l'a fait déjà chez Homère, mais aussi chez Horace au 1er siècle avant notre ère, et dans l'Occident médiéval, mais aussi dans l'espace musulman, qu'il soit à l'Andalous ou en Orient. Dès le 9e siècle, à Bagdad, on estimait que si on agrémentait les dégustations de danse et de musique, meilleure était la fête. Alors, fête figurée, symbolique ou pratique, mais peu importe, l'essentiel est que ces associations se font toujours.
il est évidemment assez ambitieux de ma part de décrypter les sens l'un après l'autre, alors qu'ils sont en fait tous liés, ça on le sait, mais le discours impose des choses que l'empirisme de la dégustation propose de façon plus facile. L'odorat maintenant, avec cette roue des arômes de l'université de Davis, alors ça aussi c'est ambitieux, hein. On décrypte, on décline tous les arômes. Au Moyen-Âge, c'était plus simple dans la présentation. Souvent, on en utilisait 4, comme les vertus cardinales. Ici, ce fameux Isaac israélite dont je vous parlais tout à l'heure, lui en énonce dans cette page-là 4. Le vin aromatique, agréablement parfumé et léger, c'est celui qui est le plus prescrit pour que les patients aillent mieux. Moyennement aromatique, ça peut servir. Sans odeur, pas très, très utile, mais pas nocif. Ce qu'il est, en revanche, ce sont évidemment les odeurs désagréables, qu'elles soient dans la coupe ou dans la salle, d'ailleurs. Donc, l'odorat, dans la terminologie aristotélicienne, contrairement à ce que l'on pense, nous, et à peu près jusqu'au XVIIIe siècle et la philosophie sensualiste, on le considérait comme le plus imparfait des sens humains, pour une raison, la première, la plus simple, c'est que il est bien inférieur à celui d'un grand nombre d'animaux, domestiques ou pas. Pourtant, il suggère une substance qui peut être trompeuse. Et malgré tout cela, on a décliné l'idée aristotélicienne que l'odeur est aliment de l'âme. Alors ça, à partir des vagues de traductions d'Aristote, 12e, 13e siècle, on en lit plein de très jolies choses. En vertu de son caractère d'évaporation ou d'émanation. Les bonnes odeurs, à cette époque-là, on parle d'époques lors desquelles les phénomènes de contagion font rage, et donc on estimait que si certaines odeurs étaient néfastes et pouvaient rendre malade, d'autres pouvaient guérir. Nous, on a fait d'autres choses, hein. Quand on a pensé à des évaporations, des émanations, on a quand même porté des masques pour se protéger des enfants, rappelez-vous. À l'époque, on faisait ce qu'on pouvait et on utilisait effectivement le vin pour l'arôme du vin. En fait, c'était vraiment le but thérapeutique proprement dit, était le plaisir, l'effet sur l'esprit et sur la santé d'arômes extraordinaires. Ça, on l'oublie parfois, hein, quand on parle de tempérance et d'exhortation à la sobriété totale. On oublie la notion de plaisir qu'il faut garder en mémoire. Et notamment en termes effectivement d'arômes, on parle beaucoup aussi d'aromathérapie dans le cadre de ces soi-disant nouvelles médecines holistiques. La médecine, chez mes compagnons présents ici ce soir, était holistique par définition, et donc l'aromathérapie permettait de contrecarrer les mauvaises odeurs. Alors évidemment, quand on est hypernosmique et qu'on prend les transports en commun aujourd'hui, on se dit que ce serait bien de sentir un peu moins. Mais entre l'aromathérapie et l'aromamania, il y a peut-être un lieu où on pourrait se situer pour aider les arômes à révéler le goût. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la rétro-olfaction, qui nous amène évidemment au goût. Donc tout à l'heure, j'ai mentionné au sujet du toucher les liens avec le goût. Et donc je vous rappelle que d'après le traité de l'âme et celui de la sensation d'Aristote, ce qui est buvable est commun au toucher et au goût. Ou encore que le goût est une sorte de toucher. Il se répète un peu, mais parfois c'est bien qu'il se répète. Je vous ai parlé du latin taxare. En ancien français, taster signifie à la fois goûter et toucher. Donc là, c'est intéressant de voir que le langage relaie vraiment souvent des choses que l'on a comprises intellectuellement. Alors le goût était considéré comme supérieur à l'odorat, même s'ils avancent de concert, sous prétexte que la faculté gustative reçoit la forme de la saveur. Là encore, hein, on se souvient de cette histoire de forme en bouche, et on en parle aujourd'hui. Donc c'est intéressant de savoir que ce principe a quelques millénaires. Et puis, il est supérieur à d'autres sens aussi en raison du caractère médulaire. Caractère médulaire, ça signifie la profondeur de ce qu'il véhicule, c'est-à-dire l'intime.
Aujourd'hui, on estime être en présence de 4 saveurs principales, plus une l'umami. Et d'ailleurs, je suis sûr en fait qu'il y a un atelier dégustation le 26 mars ici sur cette saveur étrange qu'est l'umami. Donc je n'en dirai pas plus. Et je reviendrai à mon cher Aristote, comme le faisaient tous mes chers savants médiévaux, qui lui a énoncé 7 saveurs fondamentales. En arrivant par paire, le doux et la mer, paire opposée. En fait, plus qu'une paire, c'est une polarité. Les saveurs intermédiaires étant l'acre et le piquant, l'astringent ou âpre, l'acide et le salé. Le salé se rapprochant de la mer, le gras du doux. Toutes ces saveurs sont reliées aux 4 qualités. Et ça, c'est de toute façon quelque chose de systématique et ça permet de les organiser. Aristote a eu une telle influence aussi parce que c'était un géant de la classification et ça permet d'ordonner les savoirs. Ce qu'a fait également Avicenne, et là, je vais vous prouver qu'il l'a fait avec une ampleur inégalée, justement, grâce à tout le vin qu'il buvait lorsqu'il écrivait. Il a fait de l'exposé des saveurs un outil diagnostique et thérapeutique. Pour lui, le goût révèle pleinement la nature d'une substance. Et alors lui, donc pour procéder à ce travail thérapeutique, il a doté les saveurs d'un pouvoir, de pouvoir respectif, le doux qui nourrit, le gras, même chose, la mer qui dessèche, le piquant et l'acre qui irritent. Ils sont tous les deux de la famille de ceux qui brûlent. Alors on peut les séparer ou les joindre, peu importe. Le nombre de saveurs importe peu finalement, mais il décline donc toutes ces saveurs de la sorte, l'âpre, râpe ou mort, disait-on, quand l'astringent resserre et l'acide refroidit et contracte. Ça, c'est intéressant pour soigner les différentes parties du corps qui demandaient à l'être. Et le salé échauffe et dissout. L'insipide, lui, ne fait pas grand-chose. Il ne fait pas forcément beaucoup de bien, mais il nuit assez peu, donc parfois, on le garde. En fait, ce que Avicenne a développé là, c'est le principe du goût qui ne se limite pas à un organe, mais qui participe à l'équilibre de l'être tout entier. Et le vin, ici, est un élément, parce qu'il est chaud et sec par nature, qui permet, parce que ses effets varient, ses effets sont plutôt humidifiants qu'asséchants, mais ça dépend en fonction de sa qualité, la quantité et le tempérament du buveur. Le vin combine la douceur nutritive, la chaleur et la subtilité volatile. Alors, n'ayez crainte, la subtilité volatile n'a rien à voir avec l'acidité du même nom. La volatilité, ça a à voir plutôt avec la versatilité du vin, qui est une qualité qui permet d'avoir une multiplicité d'usages grâce à une multiplicité de vins. Albert le Grand a poursuivi cette œuvre d'organisation de l'analyse clinique d'Avicenne, fondée sur une structure aristotélicienne qui donne un bon cadre bien solide à cette polarité du doux à la mer, et en réintégrant donc les distinctions d'Avicenne, en séparant l'astringent de l'âpre, et en précisant les effets physiologiques qui sont de nourrir, de resserrer, de dissoudre, etc. Évidemment, comme il est actif au XIIIe siècle, il a été notamment le maître de Thomas d'Aquin, il ajoute une rationalisation scolastique et évidemment une métaphysique qui est de bon ton quand on est évêque. Là, il est un peu plus pragmatique dans son commentaire sur le traité des sens et des sensibles d'Aristote. Je le cite. « Si quelqu'un nous objecte que beaucoup de gens, avant de boire, mélangent des aromates et que les vertus des odeurs rendent par elles-mêmes la boisson agréable, comme quand le vin est épicé, ou qu'il soit autrement parfumé, et qu'ainsi il semble que cela ne supprime pas le désir, mais l'augmente, nous répondons que les aromates renforcent le caractère composite du plaisir, engendré par les deux sens, à savoir le goût et l'odorat. » Alors, que faire de tout cela quand on est à la recherche d'accords les meilleurs ?
Il y a dans le vin et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Ça n'est pas médiéval, c'est Molière au XVIIe siècle qui, j'allais dire, reprend, ben forcément, hein, tous les auteurs de génie ont repris des choses qui les précédaient, encore une fois. Revenons au Moyen-Âge, cependant. Pourquoi un morceau de pain placé dans un bain de vin très fort augmente-t-il le mordant du vin? Albert le Grand, encore lui, dans les questions concernant le traité des animaux d'Aristote, sa réponse ici, c'est que le pain, comme le corps, absorbe les particules les plus chaudes et les plus fines du vin. C'est ça la magie du vin, en fait. Si nous sommes, nous, pareil à un morceau de pain, et que ces deux principes de vie, le pain et le vin, s'entendent, évidemment que le vin va s'entendre avec nous. Et c'est tout ça ce que l'on aime, qui, encore une fois, part de ce principe fondamental des éléments, qualité, humeur, tempérament. C'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure en plus synthétique. Vu l'heure, j'ai pensé que ce serait plus facile d'avoir quelque chose de moderne. Ce schéma ancestral, quand même, s'applique aux accords mets et vins. Et ces accords constituent la base de la diététique médiévale. Là, je vous rappelle qu'il est question fondamentalement de santé beaucoup plus que de goût. La digestion, je vous avais annoncé que je vous en dirais quelques mots, est censée, à l'époque, en tout cas décrite comme une série de 4 coctions, au fur et à mesure de la descente de ce qu'on ingère. La chaleur crée le mouvement, et le vin, qui donc, je vous le rappelle, est chaud, devient une antidote aux humeurs maladives, la bile noire et le flegme, entre autres. Alors il faut faire attention parce que l'humidité, c'est ce qui permet la vie aussi. La métaphore de la lampe est beaucoup utilisée dans les traités du Moyen-Âge, de l'Antiquité aussi, mais encore plus au Moyen-Âge. C'est la lampe à l'huile à laquelle on se réfère ici. Évidemment, plus la flamme est forte, plus rapidement elle va faire disparaître ce qui lui donne vie. Donc il faut faire attention. Mais c'est en sachant, en connaissant toutes ces questions-là, que l'on peut choisir les ingrédients et les préparer du mieux qu'ils soient en fonction des personnes à qui ils se destinent, sachant que l'eau et le feu altèrent la substance des ingrédients et que le propos, c'est de corriger les défauts et de renforcer les vertus des ingrédients pour renforcer celles de l'homme. Ce sont des combinaisons qui complètent les valeurs nutritionnelles des uns et des autres. Le modèle ici, ce sont les substances médicinales et entre autres un traité que je n'ai pas cité ici parce que faute de temps en fait, celui qui s'intitule le De Vinis d'Arnaud de Villeneuve, soi-disant, qui est en fait un pseudo Arnaud de Villeneuve, mais qui est fort intéressant au demeurant, et qui propose le principe de substances qui sont agrégées et qui font que 1 + 1 font parfois plus que 2, parce que si les vertus s'extraient en allant de l'une à l'autre, d'un ingrédient à un autre, eh bien, meilleure est la formule finale. Et c'est cette formule finale des ingrédients ensemble qui permet la latitude de la santé. C'était vraiment le propos d'Avicenne en observant et en corrigeant ces déséquilibres. Donc là, vous voyez que nous avons une belle alliance de la théorie et de la pratique. Et en termes pratiques, justement, comment ça se passe? Eh bien, le poisson est censé être froid, donc il nécessite du vin, en particulier la lamproie. C'est pas seulement parce que nous sommes à Bordeaux que j'avais envie de vous parler de lamproie, mais c'est parce que cette pauvre petite bête a été victime d'un délit de sale gueule, puisqu'on lui a prêté la présence d'un fluide mortel et que donc là, on utilisait le vin comme antidote, presque comme thériaque, pour être sûr de pouvoir la manger. Les truffes ou les champignons en général sont conseillés, en tout cas sont appréciés au Moyen-Âge, avec précaution, parce qu'on avait un sens quand même de la venimosité de certains d'entre eux. Et là encore, le vin pouvait corriger les humeurs malignes de certains d'entre eux. Les truffes, on les aime déjà, on les conseille avec modération, alors qu'aujourd'hui,
On n'est peut-être pas obligé d'être modéré quand il s'agit de truffes, mais une fois encore, hein, comme je suis spécialiste de l'excès, je suis peut-être pas de bon conseil. Le chou, alors là, aucun impératif de tempérance avec le chou, puisque c'est depuis l'Antiquité la substance qui refroidit, qui est à peu près bon à toutes les étapes de la dégustation de vin, même avant, pendant, surtout quand il est cuit avec du gras. Parce que les deux permettent de faire glisser le vin. Et puis alors, comme rince-cochon, il est formidable. Donc vous pouvez manger du chou après avoir trop bu. Apparemment, cela fonctionne. C'est à peu près l'opposé avec le melon, qui lui est à peu près l'aliment le plus honni des médecins antiques et médiévaux, parce qu'il se digérerait mal. Alors c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il fallait peut-être boire du vin pour... si vraiment on ne pouvait pas se passer de l'envie de manger du melon, quelle drôle d'idée, il faut boire du vin. Ça, on le trouve à plein d'endroits, mais entre autres dans un traité intéressant qui est peut-être le premier grand traité de gastronomie de l'Europe occidentale, de l'honnête volupté de Platine, l'humaniste qui au XVe siècle, donc... à protéger le melon grâce au vin. L'huile d'olive, elle est un petit peu comme le chou. C'est le remède miracle du régime méditerranéen. Ça, on le sait depuis longtemps. Et on sait qu'elle est bonne crue ou cuite. Enfin, tout fonctionne avec l'huile d'olive. D'autres substances, alors les épices évidemment, parce qu'elles sont chaudes. Certaines racines comme le gingembre, qui échauffe ce qu'on appelait la bouche de l'estomac, l'entrée de l'estomac, ou encore la coriandre. Alors elle n'échauffe pas vraiment, au contraire, elle permettait de digérer les substances un peu trop fortes, éventuellement du vin. Alors, je vais conclure, parce que malheureusement, il est temps. J'aimais bien être avec vous, vous amener mes compagnons préférés. Mais je voudrais conclure en disant que le goût, et c'est une bonne chose, est un phénomène éminemment subjectif. Évidemment, le bon goût, c'est le sien propre, et que le mauvais goût, c'est celui de l'autre ou celui qu'on aime moins. Mais il faut peut-être s'en méfier. Alors, on est assez fort en France pour avoir ces débats de goût. Là, je vous ai apporté la carte de l'huile et du beurre, avec une séparation nord-sud tout à fait claire, qui a été celle du langage, hein, langue d'oïl, langue d'oc, pendant longtemps, du droit oral, coutumier ou romain, des tuiles, comme on en a assez, j'ai trouvé que c'était pas une bonne idée de vous en apporter ce soir, mais tout cela se décline en fonction de toute cette série de thèmes. Alors le langage, je suis allé un peu vite en disant qu'il est nord-sud, et il l'était au Moyen-Âge, mais c'était un peu plus complexe que ça, puisque les patois et les différents dialectes permettaient d'avoir quelque chose un petit peu plus étoilé. Ainsi en témoignent les accents, encore aujourd'hui. Donc, du jugement de goût, on arrive vite à la caricature et au jugement de valeur. Alors, le jugement de valeur, il est beaucoup plus 18e que médiéval. Hein. C'est au 18e que l'on décide que... D'ailleurs, entre autres, que la Terre était plate selon les médiévaux. C'est pas vrai, hein, ça c'est Voltaire. C'est assez amusant quand on a autant de gens brillants de voir toutes les bêtises qu'on est capable de dire, d'énoncer. Dire justement que les médiévaux, ou en tout cas tous les gens avant Pasteur buvaient du mauvais vin, c'est quand même une outrance dont je pense qu'il faut se prévenir, parce que parfois on dénigre parce qu'on manque de repères. La tentation chronocentrique, elle n'est pas forcément très bonne. Tous ces buveurs n'ont pas pu se succéder en étant juste de vulgaires pochetrons. S'ils aimaient le vin, c'est probablement qu'il était bon, et pas seulement pour la santé. Ils avaient un goût, des goûts, au sens où nous l'entendons comme étant bon, selon une échelle de valeur qui émanait de leur sens. Ce qu'ils cherchaient, c'était la tempérance. Alors, c'est une princesse bien capricieuse, hein, on le sait, en tout cas certains d'entre nous. Elle, ce qu'elle demande, ce qu'elle exige, même dans la conversation, c'est le discernement. Or, le discernement, c'est précisément ce qui se trouve au cœur du jugement des sens. C'est ce que Aristote a cherché
par la philosophie, au sens étymologique de amour de la sagesse et du savoir. Donc on collectionne les savoirs pour pouvoir vivre mieux. Et en fait, la sagesse, qu'elle soit pragmatique ou spirituelle, elle est celle que l'on décide d'avoir et de suivre. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que la meilleure des sagesses concernant le vin, c'est celle qui va vous dicter vos vins d'aujourd'hui et de demain. À la question « Que pensez-vous de l'au-delà ?», Pierre Dac aurait répondu « Je préfère le vin d'ici ». Alors, vin d'ici ou vin de là, je vous souhaite de trouver ceux qui vont vous ouvrir les plus beaux réseaux de correspondance, parce que, évidemment, en effet, un sens ne navigue jamais seul, et la délectation s'obtient par leur concours. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à Zélina pour cette présentation remarquable, hein, qui montre ta grande culture et ta grande maîtrise de tout ce qui concerne le vin, à la fois la médecine, à la fois la médecine, la philosophie. Et tout à l'heure, d'ailleurs, en la présentant, j'ai oublié un petit détail, c'est que Azelina, elle est présidente d'un prix littéraire, des prix littéraires de l'OIV, et en tant que telle, elle a une excellente maîtrise de tous les ouvrages qui paraissent sur la vigne et le vin, et en particulier que ce soit des ouvrages scientifiques, des ouvrages littéraires, des ouvrages artistiques, philosophiques, et que ce soit en France, en Europe, dans le monde entier. Et donc, elle nous a montré cela ce soir. Alors, cette conférence était très intéressante parce que tu nous as montré ce rôle des humeurs que l'on retrouve jusqu'au XVIIIe siècle. Ces médecins, ils ont un rôle extrêmement important pour le vin et pour promouvoir le vin. On l'a vu à Bordeaux au XIXe siècle. Les médecins vraiment encouragent à boire du vin, et ça commence à s'estomper, à disparaître avec le développement de l'hygiénisme à la fin du XIXe siècle, où on se pose des questions sur les usages du vin. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Peut-être que je vais commencer peut-être à en poser une. En attendant, il y a une question ? Si vous avez des questions, je vais vous lancer le ballon pour Oui. que vous puissiez y répondre. Pour info, il y a encore... N'hésitez pas. Voilà, et votre siège a été tiré au sort, donc ne partez pas trop vite. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou on Je vais peut-être en poser une, ça vous laissera le temps de réfléchir aux questions. On a vu donc le vin, tu as parlé aussi des épices. Le vin du Moyen-Âge n'est pas tout à fait le vin d'aujourd'hui, puisqu'il y a quand même un problème qui est un problème de conservation du vin, et souvent on mettait du sucre, des épices et parfois une multitude de substances dans le vin qui permettaient de le conserver. Donc tu l'as évoqué un petit peu en parlant d'Albert le Grand. Tu nous as montré un texte où il parlait des épices. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors juste avant ça, tu parlais des questions de tempérance et d'hygiénisme. Au Moyen-Âge, la sobriété n'intéresse personne. D'abord parce que c'est trop facile. Et donc la tempérance, la modération n'est qu'une émanation de cette vertu de tempérance, donc cette vertu exigeante. Mais pour répondre à la question, les épices effectivement étaient censées échauffer et le vin aussi. Alors, on le conservait peut-être, mais c'était surtout, en fait, cette idée a été beaucoup
colporté par des sources tardives qui sont peut-être justement celles de l'époque moderne. Un bon vin, enfin, les épices étaient très chères, beaucoup plus que le plus cher des vins. Donc en fait, on n'améliorait pas un vin mauvais, on pouvait le garder, on pouvait utiliser les épices pour garder plus longtemps un vin excellent, mais certainement pas pour corriger les défauts du vin, d'une part. D'autre part, effectivement, il se gardait probablement peu, mais on ne peut pas savoir, on ne peut pas tout à fait en déduire de manière certaine que ça indiquait un degré d'alcool moindre. C'est probable, mais en fait, au Moyen-Âge, on n'a aucune notion de l'alcool. Donc si on n'a pas la notion, on ne peut pas la mesurer. Et donc c'est ça qui complique le travail d'analyse. Et effectivement, personne, et je le souhaite à personne, de goûter du vin médiéval. On a essayé d'en refaire. Évidemment, ça ne correspond pas à nos goûts, mais je pense que ce que nous mangerons et ce que nous buvons ne leur aurait pas convenu non plus. Il faut une initiation. Et c'est aussi la raison pour laquelle tous les conseils qui sont donnés sont relatifs à des régions aussi. Alors, chacun agit en fonction de son environnement de croissance, des coutumes aussi, mais et puis aussi d'un certain chauvinisme. Le médecin Maino de Maineri que je vous présentait tout à l'heure, il est italien et lui, il parle globalement des vins italiens parce qu'il compare à d'autres. Il trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus utiles à la santé que les vins français. Et réciproquement, les médecins français trouvent que même dans les époques compliquées de grand froid, c'est quand même mieux d'utiliser de se guérir avec du vin français. Donc ces débats-là ne seront certainement pas réglés au Moyen-Âge. Et la conservation, en effet, les médecins sont un peu trompeurs. Certains décrivent des vins utiles au-delà de 4 ans. Peut-être que c'était à usage externe. Merci. Des questions ? J'aimerais bien savoir comment la balle circule. Ah ben non, il faut courir quand même. Hop. Ça marche ? Merci beaucoup pour cette vraiment présentation remarquable. La question que j'ai porte sur les nouveautés que certains goûteurs, ou en tout cas de ces auteurs médiévaux, pouvaient ressentir à l'aune des spécificités de cette période. Car, vous l'avez bien montré, il y a dans cette gamme de sensations et de perceptions sensorielles tout ce qui vient de l'Antiquité. Et là, il y a une grande fidélité à tout ça. Mais au demeurant, on sent bien que dans cette période-là, le vin acquiert une vertu qui lui est propre, en tout cas à ces penseurs médiévaux. En l'occurrence, l'Eucharistie. Et c'est quelque chose qui doit, j'imagine, être ressenti notamment par ces auteurs qui sont des clercs. Thomas d'Aquin évoqué, et à un moment donné vous avez évoqué la métaphysique qu'il évoque en l'occurrence à propos de ça. Et de mon point de vue, ce n'est pas que purement symbolique, parce qu'il y a des vrais débats au sein de l'Église et dès l'époque carolingienne et jusqu'au XIe, XIIe siècle, sur finalement la présence réelle ou symbolique du Christ dans l'Eucharistie, c'est-à-dire dans le pain ou dans le vin, et la ligne réaliste, c'est-à-dire la présence réelle du Christ triomphe à partir justement de la fin du XIe siècle. Et on en vient à se demander si finalement cette conscience supplémentaire et donc nouvelle d'une vertu que le vin n'avait pas antérieurement, amène les penseurs médiévaux, des gens comme Thomas d'Aquin, à un petit peu adapter cette grille de lecture qui vient de l'Antiquité à des perceptions un petit peu nouvelles. Et ça, c'est la question que je pose. Est-ce que chez des gens comme Thomas d'Aquin, dans la métaphysique ou autre chose, on sent cette perception différente qui les amènerait à modifier leur grille sensorielle de la perception du vin? Oui, alors, je vous ai tout à fait clair, c'est une merveilleuse question un peu en millefeuille, donc je vais m'efforcer de le déplier.
et de répondre en plusieurs temps. Alors, d'abord, c'est intéressant cette question, notamment puisqu'aujourd'hui on entend qu'il faut désacraliser le vin. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en tant que médiéviste, je ne peux pas l'être. Parce que ce qui fait la longévité du vin, c'est beaucoup de choses, mais certainement pas le fait qu'elle n'était que séculaire. Donc, le caractère sacré du vin, d'abord, il l'était déjà avant les chrétiens, hein, parce que Bacchus et le vin est quand même quelque chose d'assez proche là. Donc on avait déjà cette connotation de sacré appliquée au vin, pas dans la présence réelle en effet, et pas dans quelque chose d'humanisé de cette façon-là, puisque Bacchus avait beaucoup d'avatars, donc on se projetait moins dans lui quand même. Et puis il avait beaucoup de défauts, ce que n'a pas le Christ. Donc c'est un peu plus compliqué de se voir à travers lui. On pouvait se voir à travers lui la multiplicité des comportements et des usages. Oui. Alors, un autre aspect de votre question, c'était aussi que ces auteurs étaient tous chrétiens. Alors pas tous, puisque j'ai parlé d'Avicenne et même d'Isaac Israéli, qui était un juif actif en Égypte, donc écrivant en arabe. Mais les problématiques sont les mêmes qu'on soit d'une religion ou d'une autre dans cette approche du vin, finalement, quand on autorise. Hein, c'est que on ne sait pas vraiment ce qui a préexisté, ce qui a fait que... Est-ce que c'est la médecine ou la compréhension médicale de l'utilité du vin qui a fait qu'elle est devenue sacrée, ou l'inverse ? Peut-être les deux en même temps. On n'a pas tellement... dans ces époques hautes, on ne veut pas, encore une fois, savoir qui est le premier. On veut savoir comment on peut s'arranger ensemble. Et ce qu'ont essayé de faire tous ces auteurs chrétiens, c'était de rassembler les savoirs antiques et d'essayer de voir comment ils pouvaient être compatibles avec la doctrine chrétienne. Et l'idée n'était pas de s'affronter, l'idée était de discuter, même vertement, pour arriver à quelque chose qui... non pas conviennent à tous, mais qui englobe la plupart des acceptions humaines et divines de tout cela. L'idée, c'est de sauver son âme quand même. Hein. La différence, effectivement, entre Aristote et Avicenne ou Thomas d'Aquin, c'est que l'âme est éternelle, ce qui n'est pas le cas chez Aristote. Donc le but de l'humain, c'est d'accéder à la perfection de l'âme, ça c'est Avicenne, pour un but ultime. C'est pas seulement la santé. Par ailleurs, certains, là vous avez relevé les deux qui ne sont pas médecins, mais en général, les médecins connaissent bien la philosophie dans ces périodes-là. L'inverse n'est pas toujours vrai, les philosophes ne sont pas toujours médecins. Ils sont, on peut dire, d'Albert le Grand, qu'il était naturaliste, l'un des plus grands naturalistes qui, d'ailleurs, était appelé de son vivant docteur universel. Donc tous ces gens s'attachaient à embrasser tous les savoirs de leur époque. Aujourd'hui, on a recours à des machines pour cela, mais eux essayaient de le faire eux-mêmes. Et finalement, pensaient plus que nous, écrivaient aussi plus que nous. Mais est-ce que j'ai répondu ou est-ce qu'il y a encore une partie du millefeuille que j'ai loupée ? Merci. D'autres questions ? J'en aurais une autre à propos des traités. Tu travailles sur ces traités de médecine. On en a vu quelques-uns, quelques pages que tu nous as montrées. Est-ce qu'il y a des points communs entre ces traités au niveau de l'organisation, des titres, des thèmes traités? Est-ce que il y a des points communs ou ils sont extrêmement différents les uns des autres? Si on prend les traités du XIIe au XVe siècle, oui, ils sont différents. Mais alors ça dépend de leurs propos. Si leur propos, c'est de commenter Aristote, ça va prendre la forme d'Aristote, donc plutôt très organisé. Ce système de questions et de réponses, c'était déjà chez Aristote, mais c'est devenu le principe de l'enseignement scolastique, donc dans les universités. Au XIIIe siècle, on a la naissance et le développement des encyclopédies. C'est le grand siècle des encyclopédies médiévales. Donc là, c'est
elles sont un peu dans tous les styles. Celle d'Isaac, les diètes, là j'ai montré des extraits des diètes particulières. C'était la deuxième partie d'un ensemble de 2 traités. Le premier étant les diètes universelles. On parle de l'universel pour aller au particulier et pour donc soigner. Les différences de traitement, oui, sont nombreuses, mais on essaie quand même d'organiser le savoir. Ce qu'a fait Ibn Boutlan avec ses tables synoptiques par ingrédients, ça c'est assez rare. Et Avicenne, je vous ai montré le passage sur le vin, mais tout son canot de la médecine parle de vin, évoque le vin comme il est vraiment présent comme un réel agent thérapeutique. Il n'y a pas de sécu, mais sinon il aurait été remboursé à l'époque. Oui. Il était ministre, Avicenne, de temps en temps. Et alors, ces ouvrages, ils sont lus par qui? Ah ben ils sont lus par des étudiants, comme aujourd'hui, les livres sont lus par des étudiants. Oui, bon, des étudiants, des collègues, d'autres. L'idée, en fait, on a une mauvaise idée du Moyen-Âge parce qu'on l'oppose à l'humanisme de la Renaissance, mais c'est le principe du panépistémon, c'est celui qui donc lit le plus. Pic de la Mirandole en est un des exemples les plus connus. Ils étaient tous comme ça, en fait. Je sais tout et quelque chose. Ils savaient tout ce qui leur était accessible. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que là, je me suis servi de l'un d'entre eux que je n'ai pas eu le temps de citer, mais Pietro d'Abano, par exemple, qui a écrit des commentaires d'Aristote en 1310. Lui, il a fait le voyage à Constantinople pour aller chercher des manuscrits de Galien. Il faut quand même le faire. Cette route-là, on la prenait au péril de sa vie pour avoir un manuscrit de Galien, quand même. Donc, il s'est changé des choses. Les débats tout à l'heure, je disais, entre maître et élève à l'université, certes, mais entre maîtres aussi. C'était ça, d'ailleurs, le principe de la masterclass. C'était d'enseigner à ses pairs. Le principe aussi des séminaires religieux, mais aujourd'hui encore des séminaires d'études, ce sont des lettrés qui s'adressent à d'autres lettrés quand même. Donc, et c'est pas par amour de l'entre-soi, c'est parce que quand on arrive à un certain degré de précision, avant de vulgariser, il faut s'assurer d'une forme de consensus, il faut s'assurer qu'on ne s'est pas trompé. Vulgariser quand on se paie de choses, ça ne rime à rien. Donc c'était ça l'idée. Est-ce qu'il pensait qu'il trouverait des candidats à l'étude à notre époque? Ça, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien savoir ce que nos commentaires actuels de dégustation donneraient s'ils étaient lus dans 3 siècles. Je ne sais pas d'ailleurs si ce sera possible, puisqu'on les garde moins. Et oui. Donc la conservation des textes, ça permet peut-être pas de savoir d'où l'on vient, mais au moins, moi, ce qui m'intéressait chez eux, c'était d'ouvrir la terminologie du vin, une manière de décrire les vins à d'autres choses. Là, je vous ai parlé de textes très sérieux, mais une autre fois, peut-être, je pourrais vous parler de textes littéraires qui sont très amusants, très truculents, dans lesquels le vin est vivant, vraiment. Il prend... dans l'Antiquité, il prend le masque de Dionysos, mais à d'autres moments, il prend les traits humains. Au Moyen-Âge, on humanise beaucoup les choses, des choses même des choses complètement inanimées. Les plantes, parfois, ont une âme. Enfin, tout prend vie différemment. Et donc, et puis, la vie est courte, donc on prend justement le temps de partager des moments de plaisir par le langage, par les substances nobles, et celles qui le sont moins, mais qui font quand même plaisir. Enfin, tout cela est vraiment considéré dans un ensemble civilisationnel large, et encore une fois, dont le vin ne peut pas du tout être exclu. Merci, Azélina. Est-ce Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Bon, il ne reste plus qu'à se quitter. J'ai quelques petites annonces à faire avant de vous quitter. On te remercie beaucoup, Azélina, pour ta présentation. Très riche. Alors, les vendanges du savoir, la prochaine conférence est le 30 mars
Sur le vin sans alcool, peut-on encore parler de vin? Alors, c'est une grande question qui fait débat aujourd'hui. Et ensuite, je voulais vous dire aussi, vous avez à la sortie deux personnes, je crois, ou 3 personnes qui sont des étudiants du master médiation et communication et qui vont peut-être vous poser quelques questions, 3 questions rapides. Donc, je vous demande de les accueillir avec bienveillance. Merci.